Bonsoir à tous et bienvenue à l'Université de la vie d'Alliance Vita. Je suis vraiment ravie et fière d'ouvrir cette 21e édition. Depuis plus de 20 ans maintenant, Alliance Vita propose ce cycle de formation unique et vous êtes vraiment chaque année toujours plus nombreux à participer. C'est une vraie joie de vous accueillir ce soir. Alors pour certains d'entre vous, c'est une découverte. Bienvenue parmi nous. Et puis pour ceux qui reviennent année après année, pour aller plus loin dans leur formation, merci de votre fidélité. Au fil des années, l'Université de la vie, c'est plus de 90 000 personnes formées, plus de 130 intervenants qui ont partagé leur expérience et leur expertise. C'est une véritable aventure collective. Et c'est bien toute la pertinence de ce cycle de formation. Les thèmes que nous allons aborder évoluent sans cesse, au rythme de l'actualité, des découvertes scientifiques et des grands défis de notre temps. Alors, je vous invite à explorer ce thème, le thème de cette année, le corps dans tous ses états, avec ouverture, curiosité et émerveillement. Prenons maintenant le temps de goûter ce temps comme un véritable cadeau, une occasion précieuse de réfléchir, de comprendre et de grandir. Très belle Université de la vie à chacun d'entre vous. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette Université de la vie 2026. Nous allons tout de suite démarrer. Alors cette première séance, nous l'avons intitulée « Prendre corps ». Nous allons explorer ensemble le lien entre notre corps, notre biologie, ce qu'on vit, toutes nos expériences, en particulier autour du cycle de la fertilité et puis du tout début de la vie, tout ce qui se passe in utero. Avant de commencer, nous avons la joie d'accueillir Caroline Roux, directrice générale adjointe d'Alliance Vita. Bonsoir Caroline. Bonsoir Camille. Avec toi, nous allons nous intéresser à un sujet qui préoccupe, on peut le dire, un certain nombre de pays, et notamment notre pays, la France. Il s'agit de la baisse de la natalité. Depuis 2014, la natalité est en baisse. Et depuis 2024, pour la première fois, le nombre des décès a rattrapé celui des naissances, puisqu'on est à 663 000 naissances en 2024 pour 700 000 décès, même un peu plus. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Comment expliquer ce phénomène, Caroline? Alors, on peut dire que cette baisse de la natalité s'inscrit dans un mouvement mondial avec des facteurs qui sont multiples, qu'ils soient sociaux, environnementaux ou encore culturels. Au niveau européen, ce qu'on observe, c'est que les maternités sont plus tardives. Et en France, en moyenne, les femmes qui donnent la vie à plus de 31 ans. Et puis, il y a moins d'enfants. Alors que la France était championne avec l'Irlande au niveau européen sur les taux de natalité, eh bien, aujourd'hui, l'indice de fécondité a beaucoup chuté, 1,62 enfants par femme, alors que le taux de renouvellement des générations est à 2. Et donc, quand il y a quelques années, les Français avaient 2 voire 3 enfants, aujourd'hui, les normes se sont resserrées à 2 voire 1 enfant. Alors, ça inquiète nos pouvoirs publics. Le président Macron avait même parlé, il y a de ça 1 an, de réarmement démographique. Pourquoi est-ce que ça les inquiète, nos dirigeants? Alors, essentiellement pour des questions économiques, parce que moins de naissances, c'est moins de travailleurs, moins de consommateurs. Et la baisse de la natalité pèse fortement sur notre modèle social. Si on prend les retraites, par exemple, eh bien, ça repose sur un équilibre entre les actifs et les retraités. Or, avec la baisse de la natalité, il y a une rupture justement de cet équilibre. Alors, pour répondre à cette problématique, le Parlement a été chargé d'une mission d'information sur les causes et les conséquences de la baisse de la natalité. Il y a même eu d'ailleurs une consultation citoyenne où tous ceux qui voulaient étaient amenés jusqu'à fin 2025 à donner leur avis sur ce sujet très important pour préparer l'avenir aussi. Quels sont en fait les enjeux principaux de cette baisse de la natalité, Caroline? Alors d'abord, le risque serait de s'enfermer dans des considérations uniquement économiques, les avoir simplement en ligne de mire, alors que le débat concerne l'accueil de la vie et c'est un débat essentiellement éthique.
On sait que la fertilité baisse avec l'âge. Comment on prend en compte justement ces réalités du corps humain dans l'organisation sociale en ce qui concerne la fécondité et la fertilité? En 2021, on a voté avec les lois de bioéthique la possibilité pour les femmes de congeler leurs ovocytes pour avoir des enfants plus tard. Mais en fait, c'est largement un leurre. Ce n'est pas une assurance maternité. Et c'est important de prendre en compte ces rythmes biologiques qui ont un sens parce que les corps ensuite vieillissent. Donc c'est plutôt de se dire, et si l'économie prenait en compte justement la réalité des corps et favorisait justement les moyens pour avoir des enfants dans les périodes les plus favorables. Et puis aussi favoriser les conditions sociales pour les familles jeunes, d'avoir des enfants et d'avoir aussi les moyens. Donc de favoriser des maternités, même quand les femmes rentrent dans le monde professionnel, qu'elles ne soient pas trop pénalisées. Parce que c'est vrai que on a plus d'énergie quand on est plus jeune pour accueillir des jeunes enfants. Il y a 2 enquêtes d'ailleurs qui nous ont interpellés, donc qui ont été menées avec l'UNAF, que vous retrouverez dans votre carnet. Les Français n'ont pas le nombre d'enfants qu'ils voudraient, le nombre d'enfants idéal qu'ils avaient imaginé. Qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre là encore à cette problématique ? Je pense qu'il faut vraiment s'interroger sur la manière de donner les moyens aux familles de pouvoir élever dignement leurs enfants et faire d'avoir des conditions de vie dignes pour leur famille. Et on sait que les critères pour accueillir un enfant ont beaucoup évolué ces 50 dernières années. C'est ce qu'on appelle les normes procréatives, c'est-à-dire au moins avoir un emploi stable, avoir le couple qui est aussi stabilisé, un logement, et puis l'ensemble des conditions de vie modernes sont beaucoup plus onéreuses et exigeantes. Donc ça demande une vraie réflexion. Et puis, c'est difficile de passer sous silence la question de l'avortement, particulièrement en France, puisque en 2024, nous avons eu le plus grand nombre d'avortements jamais atteints, plus de 250 000, et avoir une réflexion sur une véritable politique de prévention de l'avortement qui pourrait avoir une incidence sur la natalité. Mais plus globalement, c'est un appel à changer de regard sur l'accueil de la vie et de pas prendre les enfants comme un poids, mais plus comme une richesse qui est porteuse d'avenir pour la société. Changer de regard sur le début de la vie, eh bien, c'est justement ce que nous allons vous proposer maintenant, avec le tout premier enseignement de cette séance, les mystères de la vie in utero. Cet enseignement nous est proposé par Blanche Streb, qui est directrice de la formation d'Alliance Vita. Elle est pharmacien de formation et avec elle, nous allons plonger dans ce mystère des 9 premiers mois, parfois un petit peu moins, que nous avons tous vécu au tout début de notre vie, dans le ventre de notre mère. Les mystères de la vie in utero, Blanche Streb. Une étude de l'INSERM menée depuis 14 ans sur les grands prématurés confirme ce que le bon sens savait déjà, le pot à pot avec sa maman, son papa, est essentiel, presque vital. Corps contre corps, cœur contre cœur, ça produit un effet neuroprotecteur. Et le développement, notamment cognitif, des bébés qui en bénéficient est meilleur. La voix de la maman compte aussi beaucoup, et là aussi ce que le bon sens disait, la science l'a confirmé, la voix agit comme un puissant antalgique. Alors que s'est-il passé au cours de la grossesse pour que cette relation charnelle, ce lien entre le petit bébé et ses parents soit déjà si fort? Nous avons tous vécu une vie in utero où nous entendions, touchions, sentions, goûtions, réagissions, dormions, rêvions, même apprenions. Et ces expériences sont logées quelque part dans les méandres de notre mémoire, de notre histoire. Et aujourd'hui, nous avons acquis la conviction que la vie prénatale est riche et complexe. C'est là que commencent nos apprentissages
et le câblage de nos cerveaux. On ne prend pas réellement corps comme si une volonté tombait dans un corps déjà là. En réalité, tout émerge conjointement, doucement, magnifiquement. Le corps se construit et la personne s'édifie. Les premières pensées ont lieu in utero. On pense par le corps, avec le corps, au travers du corps. Corps et esprit sont intimement liés dès l'origine. On sait même aujourd'hui que certaines connexions cérébrales se développent différemment selon le sexe. Bien oui, parce que le corps est sexué dès la première cellule, les organes sexuels se développent in utero et l'environnement hormonal est marqué très tôt in utero par des particularités liées au sexe biologique. Et ces différences se retrouveront même plus tard dans le lait maternel, puisque sa composition sera différente selon le sexe du petit bébé que la maman aura porté et mis au monde. On s'est toujours beaucoup interrogé sur le mystère de la naissance, et l'histoire de la naissance a longtemps été entourée de croyances parfois assez cocasses. Après avoir découvert par exemple l'existence des spermatozoïdes fin 17e, eh bien, certains scientifiques défendaient l'idée que l'ensemble du bébé était présent tout pelotonné dans la tête du spermatozoïde. Au XVIIIe siècle, certains chirurgiens défendaient l'idée que les bébés respiraient par le vagin parce qu'on n'imaginait pas vivre sans air, ni que tout passait par le cordon. Et puis à un moment, on a aussi pensé que le fœtus était alimenté par le sang menstruel puisque les règles disparaissaient pendant la grossesse. Alors je nous pose une question légitime, est-ce que dans 5, 10, 15, 100 ans, on ne regardera pas certaines croyances de notre époque avec des yeux ronds? Au regard de l'histoire de l'humanité, le corps du bébé et sa vie in utero sont restés totalement cachés à nos yeux jusqu'à pas si longtemps. Mais aujourd'hui, on peut voir sous son microscope et même provoquer la fécondation d'un ovocyte et d'un spermatozoïde, un événement qui marque, on le sait, le point de départ de la vie d'un nouvel être humain, événement qui auparavant restait caché, immaîtrisable dans le plus grand secret des corps. Et l'histoire de la connaissance sur la grossesse est marquée en fait par plusieurs révolutions. D'abord, les premières planches anatomiques de Léonard de Vinci, début XVIe, il a été le premier à représenter avec justesse la position fœtale. On le soupçonne pour ça d'avoir participé à des séances de dissection interdites à l'époque et ces planches seraient restées cachées pendant des centaines d'années. 500 ans plus tard, deuxième révolution, l'échographie. Bébé n'est plus du tout caché. C'est l'un des plus grands mystères qui est dévoilé sous nos yeux. Évidemment, ça a été un bouleversement puisque le ventre des femmes est devenu quasiment transparent. On peut voir son bébé avant même de le sentir et avant même, parfois, de se savoir enceinte. Évidemment, cette technique, elle a contribué à cette prise de conscience de l'humanité du fœtus. On voit son corps, ses membres, ses organes, sa croissance. C'est une petite personne qui vit sa petite vie, qui joue, suce son pouce, interagit. Et ce regard par l'échographie a pris une telle importance qu'aujourd'hui des sociétés proposent d'imprimer en 3D les images échographiques, en particulier pour les personnes malvoyantes, pour qu'elles puissent elles aussi découvrir leur bébé grâce cette fois au toucher. À la même époque s'est déroulée la troisième révolution, la fécondation in vitro. L'embryon, dès sa création, n'a plus aucune intimité et presque plus aucun secret parce que la quatrième révolution la suit directement, c'est la capacité de décrypter le karyotype et le code génétique de l'embryon pour découvrir dès le stade de quelques cellules de nombreuses données sur son corps, sur sa santé, fille ou garçon, les caractéristiques physiques, la couleur des yeux, des prédispositions génétiques aussi. Mais il y a encore beaucoup à découvrir et peut-être même que ce qu'on ignore reste encore plus important que ce qu'on connaît déjà. Par exemple, la science ne sait toujours pas ce qui cause le déclenchement de l'accouchement. Est-ce que ça vient du fœtus, du placenta, de la poche des os, de la maman? On ne sait pas. Et je vous propose maintenant que nous allions explorer cette vie in utero qui n'a de cesse de nous émerveiller et qu'on continue à explorer à tous les niveaux, tant elle recèle encore de mystères. Les parents, en général, ont conscience intuitivement
que leur bébé entend. Et il lui parle. À partir du 6e mois, l'appareil auditif fonctionne. Le bébé entend les bruits internes du corps de la maman, en particulier son cœur, et les bruits externes. Des voix, il détecte surtout la prosodie, la mélodie, le rythme. Petit à petit, il distingue même la langue maternelle. La spécialisation du cerveau commence donc bien avant la naissance. Et voilà, je voulais vous partager 2 anecdotes qui sont tirées de divers travaux. D'abord, celle d'une femme enceinte qui est partie vivre au calme, coupée de tout bruit. Eh bien, à la naissance, son petit nouveau-né avait peur de tout. La vie prénatale prépare à la vie. Et puis, autre anecdote, celle d'un bébé né dans une famille de musiciens qui n'arrivait pas à s'endormir, sauf si ses parents se mettaient à jouer de la musique. Dans les années 2000, une scientifique, Marie-Claire Busnel, a mené plusieurs expériences sur l'ouïe. Elle a soumis notamment des femmes enceintes, et donc leurs bébés, à des bruits différents. Le métro, de la musique, maman qui lit un texte, ou maman qui parle à quelqu'un d'autre, ou maman qui lui parle à lui, au bébé. Et elle mesurait alors les réactions du bébé, comme son rythme cardiaque par exemple. Eh bien, elle a observé qu'il y a plus de réactions lorsque la mère parle de manière personnelle et émotionnelle à son bébé. Son rythme cardiaque accélère ou bien se calme. Elle a aussi mené des recherches sur la communication silencieuse, cette communication entre le fœtus et sa maman. Elle voulait comparer ce qui se passe quand la maman parle à son bébé à voix haute ou silencieusement en s'adressant à lui, dans sa tête, dans son cœur. Elle a mené une étude donc, qui a rassemblé 140 femmes enceintes. Et la scientifique avait peur que ces femmes trouvent sa demande un peu étrange. Mais finalement, elles ont toutes répondu que c'était facile, peut-être plus facile, et que d'ailleurs, elles le faisaient déjà, cette communication silencieuse. Eh bien, ces expériences montrent que le bébé réagit dans les 2 cas, et même un peu plus, en communication silencieuse. La chercheuse observe, puis elle dit ce qu'elle observe, mais évidemment, elle ne sait pas l'expliquer. Et elle confie alors sur cette étude que sa vie de scientifique a été habitée par une phrase de Claude Bernard « Quand le fait que l'on rencontre ne s'accorde pas avec une théorie, il faut accepter le fait et abandonner la théorie. » Nous savons désormais, preuve à l'appui, qu'à la naissance, un enfant reconnaît évidemment la voix de sa mère et de son père, mais aussi donc sa langue maternelle. On peut même dire que les nouveau-nés pleurent dans leur langue maternelle, tellement leurs cris en empruntent la mélodie. C'est ce que des chercheurs se sont attelés à démontrer. Une autre communication émotionnelle est possible entre le bébé dans le ventre de sa maman et ses parents, c'est par le toucher, ce qu'on appelle aussi l'aptonomie. C'est une science du toucher humain. On peut dire que c'est l'art de rencontrer l'autre par le toucher. Et c'est vraiment très étonnant. Le bébé est réceptif au contact de la main qui se pose. Il réagit, il répond, il se déplace, parfois même tressaille, comme s'il sautait dans les bras de celui qui vient à sa rencontre par le toucher. Grâce à l'échographie, on a découvert aussi que le fœtus explore par le toucher le monde qui l'entoure, et cela très tôt. Dès le 3e mois, le fœtus est capable de faire la différence entre ce qui est lui et ce qui n'est pas lui, le cordon, la paroi utérine notamment. Et on s'est aperçu, par exemple, que quand il approche la main de ses yeux, eh bien, il le fait plus doucement, et ça, on l'observe aussi très bien entre jumeaux. Dans ce film d'échographie, on va admirer ce bébé de 3 mois et demi d'une taille d'à peu près 17 cm. Alors là, on est juste après une amniosynthèse et un phénomène rare s'est produit. La paroi utérine a saigné à l'intérieur et ça a créé une petite boule de sang. C'est cette masse hypoéchogène qu'on devine au sein du liquide amniotique. Et vous voyez comme moi, le fœtus joue avec cette bulle, avec ses mains, avec ses pieds. Il y a un mouvement, une répétition. On voit que ce n'est pas un réflexe, c'est une ébauche de jeu précoce à seulement 3 mois et demi. Là, il joue grâce au toucher, car il ne voit pas à ce stade-là. La vision est sûrement le dernier sens à se développer, même si l'œil se développe dès le 22e jour et que la rétine, l'iris, la pupille, le cristallin
s'individualise vers la 7e semaine de grossesse, eh bien le nerf optique, lui, mature jusqu'au 6e et 7e mois. Les bébés ne réagissent à la lumière à travers la peau de leur mère qu'à partir du 7e mois de grossesse, mais finalement le bébé ouvre les yeux et voit donc pour la première fois depuis l'intérieur du corps de sa mère. L'odorat et le goût sont des sens qui s'éveillent plus tôt. Là encore, il y a beaucoup d'expériences qui ont été menées. L'odorat, lui, il devient fonctionnel au 5e, 6e mois de grossesse et il serait même plus performant qu'à l'air libre parce que le milieu aquatique favoriserait la diffusion des molécules dans la muqueuse du nez, là où se mettent en place les neurones olfactifs, ces neurones qui sont en contact direct avec l'environnement extérieur. Et l'odeur, elle passe par différentes voies. D'abord par l'alimentation de la mère qui passe dans son sang, puis dans celui du bébé. Et par ce métabolisme, eh bien, les molécules odorantes rejoignent alors le liquide amniotique, mais aussi les capillaires sanguins du bébé qui irriguent sa muqueuse olfactive et arrivent donc ces molécules au système olfactif du bébé qui peut les détecter. Et ce que respire la mère compte aussi, ça c'est plus rapide, le parfum, la cigarette, la peau également est un lieu de passage possible pour des molécules odorantes. Eh bien, l'ambiance olfactive va sélectionner certains récepteurs olfactifs et orienter le développement du cerveau du fœtus. Certains neurones se développent de façon plus intense, ils vont porter des préférences, ils vont s'associer aussi dans d'autres régions du cerveau comme celui de la récompense ou d'autres émotions. Le fœtus, au fond, mémorise les odeurs auxquelles il est exposé et ensuite ces odeurs familières liées à l'alimentation, à l'environnement, aux habitudes de sa maman, ces odeurs qui sont déjà présentes dans le liquide amniotique, bien, le bébé les retrouvera dans le lait, sur la peau de sa maman, dans l'environnement. Et c'est ce qu'on appelle la continuité transnatale. Et ce phénomène-là, il compte beaucoup dans l'adaptation du bébé et dans son sentiment de sécurité après la naissance. Et cette forme de continuité, eh bien, on a constaté qu'elle existait quelque part aussi au niveau cellulaire. C'est une découverte plus récente, c'est ce qu'on appelle le microchimérisme fœtal. Nous savons, derrière ce mot un peu compliqué, nous savons aujourd'hui que les mères et les enfants s'échangent mutuellement des cellules qui passent la barrière placentaire. Et ces cellules peuvent s'installer durablement et se renouveler dans l'autre corps. C'est une forme de mémoire du corps assez particulière. Du côté de la maman, on peut retrouver des cellules issues des enfants qu'elle aura portés des décennies après leur naissance, y compris des cellules issues de bébés qui n'auraient pas vu le jour ou même de fausses couches passées inaperçues. On peut trouver ces cellules dans son cœur, ses poumons, sa thyroïde, ses seins et même dans son cerveau où des cellules fœtales se transforment en neurones et ce phénomène pourrait être impliqué dans la programmation de comportements maternels et favoriserait même peut-être l'attachement et la création de liens. Certaines cellules fœtales agissent aussi comme des cellules souches et viennent réparer certaines lésions du corps de la maman liées au vieillissement. On en a trouvé, par exemple, dans des cicatrices de césarienne. C'est vrai que c'est dans l'intérêt de l'enfant d'améliorer la santé de sa maman. Et le bébé, lui, reçoit donc des cellules de sa mère, mais aussi de ses frères et sœurs qui sont déjà nés, d'un jumeau évanescent qui serait parti dans les premières semaines de grossesse, et même éventuellement de sa grand-mère maternelle, cellules qui seraient restées présentes dans le corps de sa mère. Et parmi les faits étonnants, on a décrit le cas d'un petit garçon qui était atteint d'un diabète de type 1. Eh bien, dans son pancréas, on a trouvé des cellules XX, donc des cellules féminines, des cellules appartenant à sa maman, qui sont devenues capables de sécréter de l'insuline et donc elles sont venues quelque part au secours de l'organe endommagé. Étonnant microchimérisme qui n'a pas fini de nous étonner. Et enfin, dernière découverte étonnante à vous partager. Alors on a longtemps cru que la première contamination du bébé avec les bactéries du monde extérieur, à commencer par celle de sa maman, ne commençait qu'à la naissance. Il faut savoir qu'à la naissance, en quelques heures de vie, on passe de 0 bactéries à plusieurs millions de bactéries en nous. Et ça compte, cette signature bactérienne, c'est un sujet important. Nous vivons tous en symbiose avec des millions de bactéries toute notre vie. On a besoin d'elles. Je ne sais pas si vous savez, mais dans notre corps, il y a plus de bactéries que de cellules humaines.
Eh bien récemment, on a découvert que des éléments bactériens, pas des bactéries vivantes, mais des éléments bactériens, passaient vers le fœtus. Ce serait comme une primo-éducation immunitaire pour le préparer à la vie au grand air. On n'est pas au bout de nos découvertes sur la puissance et la complexité de cette expérience éminemment particulière et toujours singulière qu'on peut qualifier de totale qu'est la grossesse et la vie in utero, une expérience qui laisse son empreinte. Une expérience qui laisse son empreinte. Nous vous proposons maintenant un focus. Nous en aurons un à chaque séance. Nous allons nous poser cette question. Est-ce que les gamètes sont des cellules comme les autres ? Est-ce qu'on peut amalgamer dons de gamètes et dons de sang ou d'organes ? Vous le savez, en France, il est possible depuis de nombreuses années de recourir à un don de sperme ou d'ovocytes issus de donneurs anonymes pour concevoir un enfant. Depuis 2021, cette possibilité a également été ouverte aux femmes seules ou aux couples de femmes. Ce qu'on peut considérer comme de nouvelles formes de droit à l'enfant ont évidemment eu un effet sur la demande de gamètes. Comme souvent dans le domaine de la procréation artificielle, l'offre crée la demande. L'Agence de la biomédecine a relevé une hausse de 16% des demandes de dons de sperme entre 2022 et 2023. Quant au nombre de donneurs, il stagne, voire il baisse. Fin 2024, 1045 hommes ont été candidats, 692 ont été acceptés pour procéder à un don de spermatozoïdes. Et parmi eux, 30 ont fait ce don après avoir d'abord demandé à recueillir et conserver leur sperme pour eux-mêmes. Fait notable, parmi ces 692 hommes, 440, bien plus que la moitié, n'avaient pas d'enfants au moment du don. Le nombre de donneuses d'ovocytes a aussi baissé. En 2023, 912 femmes ont été prélevées, et parmi elles, 55% n'étaient pas encore mamans. Écoutons tout de suite ce focus présenté par Blanche Streb. À l'issue de cet enseignement très court, nous enchaînerons avec une vidéo qui met magnifiquement en lumière, en images de synthèse et en 4 minutes, cette aventure du prendre corps depuis la fécondation jusqu'à la naissance. Depuis quelques années, l'Agence de la biomédecine organise de coûteuses campagnes de promotion pour faire augmenter les dons de sperme et d'ovocytes. Avec un bus estampillé Fête des parents, elle sillonne la France pour convaincre un maximum d'hommes et de femmes de donner. Elle cible en particulier les plus jeunes qui ne mesurent pas encore la réalité que recouvre le fait d'être père ou mère. Et son dispositif de communication est conséquent. Affichage proche des universités, spots sur Deezer, France TV, YouTube, Facebook, Instagram. Bref, campagne d'influence numérique. Mais est-ce qu'on peut banaliser ce don et chercher à convaincre ou à contraindre autrui en utilisant les ressorts de l'émotion, de la générosité et de la culpabilisation, le tout dans un langage euphémisant. Son slogan « Donner ses gamètes, c'est pas faire des enfants, c'est faire des parents ». Mais qu'en est-il vraiment ? En réalité, les gamètes, spermatozoïdes de l'homme, ovocytes de la femme, ne sont pas des cellules comme les autres. Les gamètes se distinguent par leur nature et par leur rôle unique dans la transmission et la continuité de la vie. Mais malgré leur particularité, une confusion est souvent entretenue entre le don de gamètes et le don de sang ou d'organes. Pourtant, ces dons sont incomparables. Si les gamètes sont des cellules qui portent la vie, elles ne sont pas vitales pour autant. A contrario, du don d'organes ou de sang, le don de gamètes n'est pas destiné à guérir. Et leur manque ne met la santé de personne en danger. Leur morphologie est exceptionnelle. L'ovocyte est la plus grande cellule du corps féminin. Sa taille et son contenu riche en réserves traduisent sa fonction nourricière initiale pour l'embryon. Et le spermatozoïde, plus petite cellule du corps masculin, est doté d'un flagelle qui lui confère une mobilité rare et extraordinaire dans le monde cellulaire. Et contrairement à toutes les autres cellules du corps, les gamètes ne contiennent que 23 chromosomes au lieu de 46. Et ça, c'est rendu possible grâce à un phénomène indispensable qui se déroule lentement dans les gonades, testicules pour l'homme, ovaires pour la femme, et qu'on appelle méiose.
Ce phénomène indispensable permet le brassage des gènes et favorise la biodiversité humaine. C'est grâce à ce phénomène qu'il n'existe jamais deux gamètes identiques. Lors de la fécondation, la fusion du gamète féminin et masculin marque le début de la vie d'un nouvel être humain génétiquement unique dont la première cellule, le zygote, retrouve 46 chromosomes, 23 paternels et 23 maternels, et c'est ainsi que se transmet le patrimoine génétique, les ressemblances physiques et toute une histoire et une généalogie. Et cette première cellule est déjà sexuée, XX fille ou XY garçon, et en elle est contenue toute la puissance de l'être humain qui va ensuite s'édifier, s'organiser et grandir selon un principe de vie souverain et originel qui est déjà là. Mais avant de devenir potentiellement une cellule fécondante, à l'origine d'un nouvel être humain, eh bien les gamètes se sont d'abord créés et ont d'abord vécu dans un corps, dans celui de la personne elle-même qui va donner et qui donc a une histoire, un vécu. Les cellules précurseurs des gamètes apparaissent dans nos corps dès la vie in utero et restent en dormance jusqu'à la puberté et avant d'être potentiellement fécondées, donc elles auront vécu toute leur vie au cœur d'un corps. Or, nos gènes sont porteurs aussi de notre vécu. Par l'épigénétique, ils sont sensibles aux effets de l'environnement et de tout ce qu'on vit de manière assez globale. Les progrès des connaissances dans la transmission transgénérationnelle et dans ce rôle joué par l'épigénétique nous confirment cette réalité, une réalité dont nous sommes encore loin d'avoir percé tous les mystères. Et comme l'a exprimé un homme né d'un don anonyme de spermatozoïdes, le don de gamètes n'est pas un simple don de cellules biologiques. Mes parents n'avaient pas pris conscience que le sperme du donneur, c'est du vivant. 50% de mon corps venait d'une part inconnue. Si on se place du côté de l'enfant, le gamète a contribué à le construire tel qu'il est. Elle lui signifie qui est son père, qui est sa mère, et même si on aura pris des précautions de langage pour parler de donneur ou de donneuse ou de simples parents biologiques, la réalité du vécu est tout autre. On sait désormais que les personnes nées de dons manifestent souvent le besoin de connaître leurs origines, de savoir qui est leur père, leur mère, quelle est leur histoire, à quoi ils ressemblent, la raison aussi qui les a poussés à donner, ainsi que l'existence d'éventuels demi-frères ou demi-sœurs. Parce que, selon les règles en vigueur, le don de sperme d'un même homme peut conduire à la naissance de 10 enfants. Et donc c'est pour faire face à ces demandes légitimes qu'en 2021, la loi bioéthique a changé. Désormais, les donneurs doivent consentir à ce que leur identité ainsi que d'autres données puissent être révélées aux enfants s'ils en font la demande à leur majorité. Et si on se place du côté des donneurs, donc ils doivent vivre avec l'idée qu'un ou plusieurs enfants va peut-être naître d'eux et qu'il y a une possibilité que 18 ans plus tard, un ou plusieurs de ces enfants viennent toquer à leur porte. Alors si les dons restent rares, même s'ils sont même en baisse, ça nous dit quelque chose, c'est que ce n'est pas rien. Quoi qu'on leur dise, les gens le savent bien, ce n'est pas anodin. Et on reste libre de ne pas s'y soumettre. Alors quoi qu'en dise le slogan de l'Agence de la biomédecine, donner ses gamètes, c'est la possibilité de devenir parent. Donner ses gamètes, c'est faire des enfants.
Nous vous proposons maintenant un moment un peu plus ludique, un petit quiz. Vous retrouverez dans votre carnet du participant le QR code qui vous permet d'y répondre en ligne, maintenant ou plus tard, et de peut-être faire partie des 10 gagnants du livre de Blanche Streb, Éclat de vie. Et juste après, nous accueillerons notre premier grand témoin. Et nous retrouvons Caroline Roux, notre premier grand témoin. Caroline, tu es pionnière de l'écoute initiée par Alliance Vita, notamment avec de longues années au sein du service SOS Bébé. Le corps en dit long au sujet de la grossesse. C'est une expression que tu emploies souvent lorsque tu parles d'accompagnement de la maternité, de la grossesse. Alors oui, j'utilise cette expression à la découverte d'un test de grossesse positif. Parce que c'est le moment de la prise de conscience que la vie commence, que la femme est enceinte. Et en même temps, le corps de l'embryon s'est développé déjà depuis 2, 3, 4, 5 semaines à l'insu de sa mère. Alors, je voudrais partager 3 grandes caractéristiques par rapport au corps, en lien avec le corps, sur la grossesse et qui ont une importance fondamentale dans le parcours de la grossesse. D'abord, l'existence commence par une surprise et non par une décision rationnelle. Et c'est un peu paradoxal à un moment où on peut mettre la procréation sous contrôle, mais que ce soit programmé ou pas, voulu ou pas, ce n'est pas le désir qui fait advenir l'enfant, mais bien les principes biologiques de la fécondation. La deuxième caractéristique, c'est que la grossesse s'inscrit dans une relation, et même dans plusieurs relations. D'abord, la relation de ce corps à corps de l'homme et de la femme à travers la relation sexuelle pour arriver jusqu'à la conception de l'enfant. Et ensuite, cette union très forte avec l'hospitalité du corps de la femme pour accueillir l'enfant à naître et dont on connaît toutes les interactions aujourd'hui qui sont extrêmement fortes pendant les 9 mois. Il y a aussi le lien qui va être établi avec le père et surtout ce qui va compter, c'est la qualité de la relation entre l'homme et la femme enceinte qui va aussi jouer pour sécuriser la femme enceinte. Et puis enfin, l'ambivalence. Et on sait que l'ambivalence est au cœur de toute grossesse. Il s'agit de la coexistence entre la joie, mais aussi des peurs. Il faut dire qu'il y a un énorme remaniement psychique et aussi physique, avec un grand chamboulement hormonal pendant toute la grossesse. Et finalement, c'est l'expérience de l'inouï d'un corps qui prend corps dans mon corps. Et puis en même temps, de la fatigue, des doutes aussi. Est-ce que je vais être capable d'accueillir cette vie ? Et non seulement mon corps va être modifié, mais aussi c'est ma vie, la vie de mon couple et même mon avenir. Un chamboulement énorme évidemment pour le couple et pour la femme surtout, tu le disais, surtout dans les tout premiers mois. En fait, ces 3 premiers mois, souvent on n'a pas encore parlé de sa grossesse. Il y a une journaliste d'ailleurs qui a écrit un livre il y a quelques années qu'elle a intitulé « 3 mois sous silence ». C'est quand même hyper fort comme expression. Oui, ces 3 premiers mois sont souvent socialement passés sous silence parce qu'on annonce culturellement la grossesse à partir du 3e mois en général. Pourquoi ? Aussi, il y a des risques de fausses couches qui sont plus importants, 20 à 25% des grossesses. Et puis, c'est aussi le temps des délais de l'avortement. Et puis, c'est un temps de vulnérabilité parce que c'est l'entrée aussi dans le réel du corps pour les femmes qui vont connaître un certain nombre de maux, MAUX, qu'on appelle les petits maux de la grossesse, mais qui sont pas si faciles à vivre, qui peuvent être des nausées, des vomissements pour 85% des femmes, et puis de grandes fatigues, ça peut aller même jusqu'à la dépression anténatale. Donc grossesse physique, mais aussi grossesse psychique, il y a vraiment un bouleversement qui fait que les femmes enceintes sont plus vulnérables aux tensions, aux conflits.
Il peut y avoir aussi un décalage qui se dégage avec le père, parce que lui ne vit pas la grossesse dans son corps. C'est un moment aussi l'ambivalence va s'exprimer de manière plus vive entre cette grossesse que je croyais être un nirvana, mais qui finalement est un peu plus compliquée à vivre. Donc aujourd'hui, on prend un peu mieux, on est plus sensible à la santé mentale de la femme enceinte, mais il y a vraiment des revendications pour qu'on prenne en compte cela plus tôt et qu'on puisse aussi déclarer la grossesse assez vite pour des aménagements professionnels ou en tout cas une prise en charge plus adéquate. Oui, donc tous ces chamboulements qui interviennent au tout début, qui sont vécus seuls. Et tu le disais, donc près d'un quart des grossesses, c'est ça, qui se terminent par une fausse couche 25%, oui. 25%. Au premier trimestre. Oui. Toi, quelle est ton expérience avec les services d'écoute de ces histoires de fausses couches que vivent les femmes? Alors d'abord, le mot fausse couche n'est pas très ad hoc, parce que c'est pas quelque chose de faux qui se passe, mais vraiment c'est un arrêt de la vie de l'embryon qui est en train ou de fœtus qui est en train de se développer. Et souvent les femmes vont parler de solitude, surtout sur les fausses couches précoces, parce que personne dans l'entourage n'est au courant, qui se rajoute à la tristesse de la perte. Souvent elles vont exprimer un vide. Et puis de la culpabilité, ça m'avait beaucoup étonnée quand j'ai commencé à écouter. 47% de femmes disent exprimer cette culpabilité selon une étude. Est-ce que j'ai mal fait quelque chose? Est-ce que j'ai pas fait une faute? Et puis de la honte aussi pour 28% des femmes. Et je me rappelle d'une femme qui disait mon corps me dégoûte. Je n'ai pas été capable de donner la vie. Donc voilà, ça touche à l'identité profonde. Donc finalement, la fausse couche, c'est l'expérience du deuil, un deuil qui peut être parfois traumatisant, surtout si on a vu le fœtus, et un deuil qui est sans rituel pour les fausses couches assez précoces. Une femme disait, ça fait que 5 semaines, mais le deuil est total. Une autre, elle avait perdu un des jumeaux qu'elle attendait de manière assez précoce, et puis elle avait du mal à s'en remettre. Et puis on sait que ce deuil in utero a pu être aussi ressenti par l'autre, le jumeau survivant, qu'il faudra peut-être un jour accompagner sur ce deuil. Donc c'est une période qu'il faut pouvoir écouter. Il y a une meilleure prise en charge aujourd'hui des deuils anténataux plus tardifs, avec une reconnaissance, notamment il y a eu une législation qui permet de reconnaître des enfants sans vie dans le livret de famille. Mais de manière générale, ça demande une écoute qui soit en profondeur, parce que souvent les gens sont maladroits et disent ah bah oui, ça arrive souvent, tu auras un enfant après. Voilà, donc une femme disait ce dont on a besoin, c'est de se dire voilà, je suis désolée, je suis près de toi et je prendrai le temps qu'il faut. Les hommes aussi peuvent ressentir une certaine souffrance. Et un homme disait finalement, j'ai une sensation bizarre après cette fausse couche qu'on m'a volé une partie de moi. Oui, donc il y a un deuil à traverser, parfois dans la solitude, avec des aménagements encore à explorer peut-être dans notre société. Tu accompagnes aussi des femmes par l'écoute, des femmes qui ont subi une interruption volontaire de grossesse, un avortement. On a un sondage IFOP qui nous dit que 91% des Françaises, des femmes, estiment que l'avortement laisse des traces psychologiques difficiles à vivre pour la femme qui a avorté. Toi, c'est quelque chose que tu entends aussi en écoutant ces femmes ? Disons que ce sondage montre que ce n'est pas un acte anodin et c'est important de pouvoir reconnaître cette souffrance, même si toutes les femmes ne disent pas souffrir, et puis avec la même intensité. D'autant plus que l'avortement peut être un soulagement après une période forte de tension, de conflit avec leur partenaire, avec leur famille, ou bien face à la panique de cette grossesse qui se présente. Et je pense que c'est insurmontable d'accueillir cette vie. Souvent aussi, avant un avortement, il y a pu y avoir cette ambivalence, mais voilà, de manière très forte, avec des sentiments très contradictoires. Je veux, j'en veux, je ne veux pas. Mon cœur me dit oui, ma tête me dit non. Ou bien une femme qui disait « je suis à la fois terrifiée et heureuse ». Donc voilà, elle disait quel paradoxe. Et souvent, c'est ces sentiments qui se sont inscrits dans le corps, dans le cœur, qui vont être blessés après un avortement, qu'il
voilà, qu'il faudrait accompagner. Et ce qui va complexifier les choses, c'est cette revendication d'un droit à l'avortement qui va passer sous silence qu'il y a une atteinte à la vie, en fait, que voilà, il y a une vie quand même qui est arrêtée, et souvent ça va étouffer aussi la parole des femmes. Et je me rappelle avoir accompagné une femme qui, après son avortement, disait ils ont beau dire que c'est un amas de cellules, mais pour moi c'est mon bébé. Donc les femmes vont souvent exprimer, alors tout de suite après ou plus tard, ça dépend, des regrets souvent, ce manque aussi qu'on peut retrouver dans les fausses couches. Et puis là, une forte culpabilité, alors, et puis aussi en vouloir à son entourage de ne pas avoir été assez soutenu, à la société, à la médecine, aux partenaires, et puis surtout sans vouloir beaucoup à elle-même, en prenant tout sur leurs épaules. Ça, c'est extrêmement frappant. C'est moi qui ai tué mon bébé. Et souvent, alors qu'il y a eu des circonstances atténuantes, on pourrait dire, où je suis morte, une partie de moi est morte avec ce bébé. Donc ça demande ensuite que les femmes puissent déposer tout ça, qu'elles trouvent des lieux, ce qui n'est pas toujours facile. Et puis certaines femmes ont oublié leur avortement. Et puis ça revient dans des circonstances qui vont être un peu similaires, en tout cas une grossesse ultérieure, ou bien une femme qui était plutôt âgée, puisqu'elle était déjà grand-mère, et c'est en tenant son petit-fils dans les bras que l'avortement est revenu. Donc voilà, donc c'est des circonstances, on peut dire corporelles, proches, qui font ressurgir à l'insu même des femmes. Et donc ça demande un accompagnement profond aussi pour pouvoir parfois retisser ce lien d'amour qui a pu être blessé, qui avait commencé à se développer. Donc ça demande à la fois du temps, mais il y a vraiment des relèvements qui sont possibles et nous en sommes témoins. Oui, il y a un vrai impact sur le corps de la femme, quel que soit ce qui advient de ce bébé. Je pense à une autre situation qui peut être très douloureuse, c'est celle de ce qu'on appelle l'interruption médicale de grossesse, l'IMG. C'est aussi des situations que tu écoutes dans les services d'écoute d'Alliance Vita. Quelle est l'expérience des femmes et des couples peut-être en cas d'IMG ? C'est des situations toujours douloureuses, hein, parce qu'il y a très angoissante d'apprendre que son enfant pourra être handicapé alors qu'on l'apprend in utero, qu'on ne peut plus rien faire pour l'aider à ce moment-là. On pourra le faire en prise en charge au début. En tout cas, nous, notre constat, c'est que ça fait exploser vraiment la relation qui s'est tissée avec le bébé et les parents, la mère. Et des femmes souvent nous disent on fait des cauchemars, j'ai l'impression d'attendre un monstre, ça va jusque-là. Hein. Donc c'est extrêmement compliqué et ça prend du temps de pouvoir renouer cette relation. Et quelquefois, c'est pas possible, il n'y a pas le temps. Et puis voilà, ça pose des questions sur notre société par rapport à l'accueil du handicap, à l'accueil de ses parents, de l'accompagnement, et voilà, qui demanderait à être travaillé. Il y a un autre cas de grossesse alors, bien particulière et illégale totalement en France, qui est ce qu'on appelle la gestation pour autrui, GPA. L'ONU vient de recommander son interdiction universelle. C'est quelque chose d'ailleurs auquel Alliance Vita participe par des auditions au niveau européen. Quelle est la particularité en fait, de cette grossesse dans le lien corporel entre la femme qui porte l'enfant et puis cet enfant ? Alors pour bien comprendre, il s'agit d'une femme qui va louer son corps pendant la grossesse et qui va remettre l'enfant à l'issue à des gens qui l'ont commandé, donc des commanditaires. Et donc il s'agit d'une exploitation du corps, hein, souvent contre argent, et qui nie totalement les interactions qui a pu y avoir entre l'enfant et celle qui l'a porté. Et pour en plus éviter trop d'attachement de la femme à l'enfant, on va aujourd'hui de manière quasi systématique utiliser les ovocytes d'une donneuse, et donc on arrive à un éclatement complet de la procréation. Donc aujourd'hui, ce sont des femmes, des mères porteuses, mais aussi des enfants qui font entendre leur voix et pour dénoncer en fait toutes ces souffrances inédites qui sont provoquées,
que ce soit par la séparation à la naissance avec l'enfant, mais aussi par ce brouillage de la filiation pour l'enfant. Tu parles d'un éclatement de la filiation, puisqu'effectivement, il y a une donneuse d'ovocytes, il y a la femme qui porte l'enfant, puis il y a peut-être une mère ou un père à l'issue qui est encore une personne différente. Alors, c'est un cas assez différent, mais est-ce que dans les cas de procréation médicalement assistée, où on a une tierce personne qui donne ses gamètes, est-ce qu'on n'a pas aussi un peu cette filiation qui est bousculée? Alors, le comité d'éthique, le comité national d'éthique, pour décrire ce qui peut se passer dans les procréations artificielles, parle de disjonction. En fait, c'est dissociation avec les éléments du corps qui font éclater la procréation. Et aujourd'hui, ce sont les enfants eux-mêmes qui ont revendiqué en France d'avoir droit à avoir accès à leurs origines. Et donc, c'est dire l'impact que ces liens du corps ont aussi sur l'identité des enfants. Je me rappelle aussi d'une femme qui avait confié qu'elle avait eu un enfant par PMA avec donneur, et elle disait « ce qui est doux, c'est quand même d'avoir un enfant avec de l'homme que l'on aime ». Voilà. Merci pour ces mots, Caroline. Et pour conclure, qu'est-ce qu'on peut retenir sur le lien entre le corps et la grossesse? Tout ce qu'on vient d'évoquer montre que d'abord les liens du corps ont un impact sur nos vies, et avec l'emprise de la technique qui permet de dissocier le corps et sur la procréation, et qui permet aussi de l'empêcher de naître ou bien de la forcer à tout prix, on pourrait dire, l'unité de l'être humain est plus que jamais un enjeu de dignité humaine. Un enjeu de dignité humaine. Merci beaucoup, Caroline, pour ces éclairages vraiment très précieux. Caroline vient de nous montrer combien les liens du corps, ce corps qui a de la mémoire, ont une incidence sur nos vies. Et à quel point l'unité de l'être humain est plus que jamais un enjeu de dignité humaine. Nous arrivons à la fin de notre première séance « Prendre corps ». Nous espérons que vous l'avez apprécié. Merci à tous pour votre attention et nous nous retrouvons avec plaisir la semaine prochaine pour le deuxième volet de cette formation « Vivre encore » en 3 mots. À bientôt.